Michel est directeur de recherche émérite au CNRS, qui a entrepris de déboulonner une icône qui a été pendant très très longtemps considérée comme une des plus grandes spécialistes de la pensée sur la question, Hannah Arendt. Il a d'abord travaillé sur les mouvements sociaux, les syndicats mutuels, etc., la sécurité sociale. Et puis, depuis plusieurs années, il se consacre plutôt à l'antisémitisme et il a fait un livre tout particulièrement intéressant ces temps-ci, qui est l'antisémitisme à gauche. L'histoire d'un paradoxe de 1830 à nos jours, qui a été publié à la découverte et qui l'a fait suivre de la crise de la gauche. Sujet d'actualité, dont je recommande la lecture aussi. Merci à Nicole et à la Ligue des droits de l'homme pour cette invitation. Effectivement, j'ai publié en 2009 une étude d'ensemble sur l'antisémitisme à gauche en France dès 1830 à nos jours, donc à 2009. Et à l'époque, ça paraissait un sujet tout à fait incongru, tout à fait étonnant. Il était impensable qu'il ait pu exister un antisémitisme à gauche. Je suis revenu sur cette question en 2022 dans un petit livre que j'ai dirigé et qui est passé à peu près inaperçu. Évidemment, la question se pose aujourd'hui dans un contexte complètement différent. Mais bon, on n'est pas là pour parler de ça aujourd'hui, donc je parlerai de Hannah Arendt. Et effectivement, Hannah Arendt a été considérée comme une des grandes penseuses de la question juive. Et bon, je ne reviendrai pas dans le livre que j'ai publié il y a un an. Je suis pas revenu sur Eichmann à Jérusalem tout simplement parce qu'une littérature considérable a été faite sur cette question et que je ne vois pas très bien ce à quoi j'aurais pu ajouter. Donc j'ai laissé, en évoquant quand même 3 noms, le fait que la thèse de la banalité du mal, qui est fondamentale dans Eichmann à Jérusalem, est remise en cause par un certain nombre de travaux historiques. Je pense en particulier au livre de David Cesarini sur la biographie d'Eichmann, qui met à bas complètement ce genre de choses, ainsi qu'un certain nombre d'autres travaux que je pourrais citer. Mais mon propos était ailleurs. Mon propos était de comprendre. Je suis parti du premier tome de la trilogie des origines du totalitarisme, l'ouvrage le plus connu certainement de Hannah Arendt, qui traite sur l'antisémitisme. Et cet ouvrage, les origines, tout le monde le connaît, enfin tout le monde a entendu parler. En revanche, un tout petit nombre, ou plutôt très peu d'historiens s'y sont intéressés. Effectivement, ça pose des graves problèmes de fond dans la mesure où cet ouvrage multiplie les contre-vérités, les erreurs, et je vais parler d'un certain nombre. Évidemment, l'histoire n'est pas réservée aux historiens. Un philosophe peut parfaitement mener des travaux historiques, encore convient-il qu'il suive des règles. Or, ce n'est pas du tout le cas pour Hannah Arendt, dans la mesure où c'est une très mauvaise historienne, d'une part parce qu'elle fait un usage inconsidéré de sources d'extrême droite et nazie. Je dis bien nazie. Je démontre tout ça dans mon livre. En particulier, elle cite longuement, à multiples reprises, un certain Walter Frank qui a occupé des responsabilités, qui était un historien, qui a occupé des responsabilités officielles sur le nazisme, ainsi qu'un certain nombre d'autres. Elle multiplie aussi son histoire de l'antisémitisme, les sources d'extrême droite. En revanche, elle parle extrêmement peu de ce que disent les Juifs d'eux-mêmes. Première constatation. Deuxième constatation, on voit que son livre commence par une étude qui remonte à la fin du XVIIIe siècle, mais qui s'arrête avec l'affaire Dreyfus. Donc, cette histoire de l'antisémitisme qui a été publiée en 1948, le premier tome est paru en 1948, ne dit rien, pratiquement rien, sur la période de l'Allemagne à partir
de justement la montée de l'antisémitisme qui est évoquée à la fin des années 1890, qui est bien connue maintenant, ne dit rien sur l'Allemagne pendant la Grande Guerre, où l'antisémitisme progressait fortement, et, chose beaucoup plus étonnante, ne dit rien sur l'Allemagne des années 20 à 1933. Bon, tout ceci n'existe pas. Tout ceci n'existe pas, ce qui est quand même une histoire de l'antisémitisme extrêmement curieuse. Troisièmement, Hannah Arendt ne tient pas compte des recherches. Alors, évidemment, quand j'ai fait mon ouvrage, je devais partir de ce que connaissait Hannah Arendt en son temps, et pas de ce que nous connaissons aujourd'hui, dans la mesure où, évidemment, la recherche a beaucoup progressé, beaucoup fait connaître ce genre de choses. Bon, toute cette histoire. Mais Hannah Arendt republie sur l'antisémitisme en 1967, et dans une préface, elle explique que certes, il y a un certain nombre de travaux qui ont été réalisés depuis la première édition, mais ces travaux n'apportent absolument rien à sa thèse, elle l'écrit en toutes lettres, et donc elle ne change rien là-dessus. Or, on le sait, la recherche sur l'Allemagne nazie, sur les génocides, a connu un développement important, en particulier à partir du procès Eichmann en 1961. Elle ne connaît rien de tout ça. Ça ne l'intéresse pas. Elle affirme, et puis voilà. Troisièmement, alors, il est important de comprendre que je parlerai, comme je ne peux pas parler de tout, je parlerai simplement de son tableau de l'affaire Dreyfus, qui, je le répète, termine son ouvrage et constitue une part très importante, puisque ce chapitre forme environ plus du quart de l'ouvrage. Hannah Arendt multiplie d'une part les erreurs chronologiques. Je ne les relève pas toutes parce que évidemment il y en a beaucoup trop. Elle donne beaucoup trop d'importance à certains hommes politiques tels que Clémenceau, qui a joué effectivement un rôle dans l'affaire, enfin quand même limité. Elle oublie à peu près celui du reste, et surtout, elle accuse, ce qui est tout à fait étonnant. On voit dans tout ce tableau une haine profonde, je ne trouve pas d'autre mot, pour les Juifs assimilés, pour Dreyfus, pour sa famille, pour Lazare, Bernard Lazare, le premier défenseur de Dreyfus, et qu'elle accuse, et elle va jusqu'à accuser la famille Dreyfus d'antisémitisme, chose tout à fait étonnante. Il y a un tas d'affirmations extrêmement discutables, extrêmement fausses sur cela. Plus grave, elle considère l'affaire Dreyfus comme la répétition générale du nazisme. La répétition générale du nazisme, c'est sa grande idée que l'affaire Dreyfus a été une répétition générale du nazisme en Europe, et que finalement le nazisme n'a fait que recopier. Elle donne pour cela une importance tout à fait disproportionnée, et qui n'a pas de rapport avec la réalité, avec un certain animateur, certains membres d'extrême droite, tels que Max Régiste et quelques autres, qui ont eu un rôle tout à fait secondaire. Elle a donc une vision complètement partiale de l'affaire Dreyfus, complètement discutable, et complètement qui ne tient pas compte des faits, et surtout, évidemment, elle ne voit pas que l'affaire Dreyfus et le nazisme se sont terminés, c'est une évidence, j'ai presque honte de le dire ici, de façon totalement différente. C'est-à-dire que l'affaire Dreyfus a permis un certain recul de l'antisémitisme en France, limité jusqu'à la Grande Guerre, encore plus limité pendant la Grande Guerre et les années 20, avant que ça recommence dans les années 30. Tout ça est complètement ignoré par Hannah Arendt. Alors, encore une fois, on le savait moins à l'époque, mais quand même, on ne peut plus accepter ce genre de, d'affirmation, ce type d'affirmation. Alors,
j'ai essayé de comprendre pourquoi une autre grande idée qui parcourt tous ces livres, c'est que les Juifs sont responsables de leur propre malheur. Propre malheur, idée qu'elle ne cesse de répéter, dans laquelle elle répète, elle reprend un certain nombre de stéréotypes. On a parlé des Rothschild tout à l'heure. Effectivement, les Rothschild ont eu un rôle important dans la France des années sous Louis-Philippe et ensuite, mais leur rôle diminue ensuite à partir des années 80. En plus, elle présente les Rothschild comme une famille tentaculaire qui règne sur toute l'Europe. Alors, il est vrai qu'il y a eu 5 branches Rothschild en Grande-Bretagne, en Italie, en Allemagne et en Autriche, mais leur histoire est extrêmement différente. Et bon, pour aller vite, si la branche anglaise est forte jusqu'en 1914, la branche italienne et la branche allemande ont à peu près disparu en 1860. Donc là encore, l'idée de faire des Rothschild stéréotypes de la famille tentaculaire qui domine l'Europe ne risque absolument pas à l'examen, comme l'ont montré un certain nombre de travaux. Et j'ai essayé de comprendre d'où vient cette haine des Juifs assimilés. Et à mon avis, il y a 3 raisons. Il y a 3 raisons, 3 hommes qui permettent de comprendre, 3 hommes qui ont influencé la pensée de Hannah Arendt et sur lesquels j'ai réfléchi. Le premier, c'est Heidegger. Je ne reviens pas sur leur liaison 25-26, ça ne m'intéresse pas, mais je note que Hannah Arendt a été élève de Heidegger, qu'elle l'a formé, et que Heidegger avait un mépris total pour l'histoire. L'histoire, c'était pour lui la grande histoire, la philosophie, etc. Mais les historiens étaient des tâcherons besogneux, et Hannah Arendt, effectivement, dans son comportement, reprend tout à fait ce genre de choses. Le second est Kurt Blumenfeld. Alors, Kurt Blumenfeld était le président de la Fédération sioniste allemande, puis et aussi un membre important de l'organisation sioniste internationale. Alors, une petite remarque en passant, quand on étudie l'histoire du mouvement sionisme, qui se développe effectivement, comme vous le savez, à partir de 1997-98, on voit qu'elle se développe en Europe, mais de façon extrêmement différente. En gros, l'idée est que plus l'intégration, l'assimilation est poussée, moins le sionisme est fort. C'est particulièrement vrai en France, où, l'intégration, l'assimilation a été très forte à partir de la Révolution française. Cette assimilation, cette intégration s'est poursuivie en Europe au XIXe siècle, mais avec bien des nuances sur les pays, en Grande-Bretagne, en Allemagne, en Grande-Bretagne à partir du milieu du XIXe siècle, en Autriche, mais en Allemagne, mais de façon beaucoup plus limitée, en Italie, je ne parle pas de l'Espagne, il y avait très peu de Juifs, et elle restait à faire en Russie jusqu'en 1917. Donc là, on voit que le mouvement sioniste, le développement du mouvement sionisme est, corrélé par cette importance plus ou moins grande de l'assimilation. Et l'assimilation, le sionisme était plus fort, plus puissant en Allemagne qu'en France. En France, il a été au contraire extrêmement faible jusqu'à la Grande Guerre. Il prend un petit développement en France à partir des années 20, avec d'ailleurs des attitudes différentes de la gauche par rapport à ce courant. On voit que, par exemple, les socialistes, Léon Blum, s'intéressent au socialisme. En revanche, les communistes, les anarchistes et l'extrême gauche le rejettent. Et cette division se perdure bien après la Seconde Guerre mondiale et pourrait expliquer un certain nombre de choses qui se passent aujourd'hui. Mais là aussi, je ne vais pas en parler pour l'instant. En Allemagne, au contraire, le sionisme est plus fort et le sionisme connaît un certain développement. Il y a environ sur 500 000 juifs en Allemagne, il y a 50 000 sionistes à peu près. Et chose étonnante, on voit, et c'est particulièrement vrai chez Kurt Blumenfeld, et je crois qu'il a, influencé Hannah Arendt sur ce point, c'est que ce Kurt Blumenfeld déteste les juifs assimilés, les combats,
combat toute forme de philanthropie, combat toute forme d'assimilation, et on va même jusqu'à voir aux élections de 1912 en Allemagne un certain nombre de sionistes défendre des partis d'extrême droite tellement ils s'opposent à l'assimilation, ce qui est effectivement quelque chose qui nous paraît aujourd'hui extrêmement bizarre, mais telle est la vérité. Bon. Le troisième personnage, c'est Salomon Baron, dont on a déjà question, qui a déjà question, et sur lequel je vais revenir un peu. Salomon Baron est le principal historien du judaïsme qui vit aux États-Unis. Il est arrivé, je crois, à la fin des années 20, dans les années 20. Et Hannah Arendt, alors, petite remarque sur Hannah Arendt, elle a effectivement été intéressée, sans y participer, au sionisme, au mouvement sioniste de 1926. Oui, mais après, effectivement, elle s'est intéressée au mouvement sioniste, elle a agi pour le mouvement sioniste en 1933, elle a pris des risques pour cela, donc elle a dû quitter l'Allemagne précipitamment, elle est arrivée en France, elle est internée au camp de Gurs, elle peut en sortir en 1941, elle arrive aux États-Unis en 1941, et là, elle se lie effectivement avec le mouvement sioniste, elle fait mais pour une courte période, de 1941 à 1944. Et après, elle reste intéressée, mais bon, elle multiplie quand même les critiques à son égard. Bon, et oui, ben, j'imagine, évidemment, il y a beaucoup de choses qui... bon. Et, elle rencontre Salo Baron en 1941 et il lui demande d'écrire un article sur l'affaire Dreyfus. Elle écrit son article sur l'affaire Dreyfus, dans lequel, qui est en fait, en réalité, la version quasi, qu'elle laissera quasiment inchangée de son dernier chapitre sur l'antisémitisme. Bon. Et dans lequel elle développe tout ce que j'ai dit précédemment. Or, Salomon Baron a publié en 1928 un article retentissant contre ce qu'il appelle l'histoire lacrymale, dans lequel il dit, pour aller vite, jusqu'alors, l'histoire des Juifs considérait que la période allant du Moyen-Âge à la Révolution française, enfin en gros, aux Lumières, était une période catastrophique pour les Juifs, ponctuée d'expulsions, de pogroms, de souffrances, etc., 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 et qu'au contraire, il y avait un certain progrès à partir des avancées de l'assimilation en Europe de la Révolution française. Salomon Baron renverse la perspective et dit non, ce n'est pas du tout comme ça qu'il faut voir les choses. Au contraire, du Moyen-Âge à la Révolution française, les Juifs ont vécu plusieurs siècles de périodes relativement heureuses parce qu'ils étaient, leur statut particulier, en particulier de procureur d'argent, leur assurait le bénéfice, le soutien des autorités, des rois, etc. En revanche, les Lumières et puis la Révolution française ont ouvert jusqu'à nos jours une période complètement noire pour les Juifs, dans laquelle se sont multipliés les massacres, les pogroms, etc. Et pour cela, il évoque en particulier les pogroms survenus, les pogroms survenus en Europe de l'Est, en Russie, en Roumanie, et de cette époque. Et Hannah Arendt sera profondément influencée, comment dirais-je, par cette pensée, et je crois qu'elle est pour beaucoup dans, cette vision des choses et pour beaucoup dans toute sa pensée. Sauf que, première chose, dans son ouvrage publié sur l'antisémitisme en 1948, elle laisse intacte, sans la revoir, ce tableau de l'affaire Dreyfus, sans y toucher. Plus grave, elle n'évoque pas du tout le génocide. Alors, encore une fois,
on connaissait beaucoup moins de choses sur le génocide en 1948. Enfin, on connaissait quand même un certain nombre de choses. Le procès de Nuremberg était par là, était passé. Oui. Michel, excuse-moi, mais en 1948, le terme de génocide existe à peine. Ah oui, non, tu as raison. Mais bon, sur ce qui était passé, tu as raison. Mais sur ce qui... J'ai remarqué que le terme de génocide en 1948 existait à peine. Oui, d'accord. Est-ce que je peux te laisser quelque chose alors? Attends, il n'empêche que, je veux dire, sur ce qui s'était passé, sur le massacre, sur ce qu'on appelle la Shoah, il y avait quand même un certain nombre de travaux, Nuremberg, un certain nombre de travaux, Hannah Arendt ne les connaît pas. Et bon, je conclurai en disant que Salo-Baron est revenu sur sa critique de l'histoire lacrymale en 1948, Hannah Arendt, quand il a, comment dirais-je, quand il a parlé au procès Eichmann, il a été appelé à parler au procès Eichmann, il est revenu sur cette histoire, Hannah Arendt, jamais. Il faut ajouter que, bon, à partir de... Elle s'intéresse, comme je l'ai dit, elle appartient effectivement au mouvement sioniste en 1941-41. Elle prend ses distances ensuite et elle s'intéressera de moins en moins. Pour conclure, il me semble que il serait intéressant, et je crois qu'on n'a pas suffisamment travaillé, sur cette haine entre les sionistes et les juifs assimilés. Bon, on la connaît un peu en France, où on sait que, par exemple, les juifs assimilés, les frères Reynard se méfient du sionisme, critiquent le sionisme, etc. Je pense qu'il serait important d'aller plus loin dans cette direction pour voir effectivement combien le sionisme et l'assimilation ont été opposés, et je pense que ça pourrait permettre de comprendre un certain nombre de problèmes qui se posent aujourd'hui. Merci Michel. Bon, voilà qui ouvre à pas mal de polémiques.